Première étape. Donc là nous sommes aux attaques, tout près de Calais, et ça tombe bien parce qu'on attaque les Douceurs du Nord par une pâtisserie éponyme qui s'appelle le Calais. On va voir monsieur De Jong, père et fils, qui ont été élus champions du Calais 2019. C'est parti, on va aller goûter cette petite pâtisserie. Jean-Baptiste. Samuel. Donc vous êtes le fils? C'est ça, le fils. Le fils de Jong. C'est vous qui vous mariez aujourd'hui? Ouais, c'est bien ça, ouais. Oh là là, mais on a quand même vraiment de la chance, félicitations. Merci. Et qu'est-ce qu'on va goûter alors ce matin ici? Le Calais. C'est un biscuit amande noisette, une crème au beurre café, et puis recouvert d'un fondant café, et puis simplement l'inscription Calais dessus. Et je vois que là vous avez des trophées, ouais. Des trophées qui sont pas des moindres, puisque c'est quoi? C'est le meilleur Calais? Le meilleur Calais en 2018 et 2019. C'est vraiment une spécialité du Calaisie, quoi. Bon bah super, et bah écoutez, je crois que là l'étape qui arrive c'est de le goûter. Donc là c'est le fondant. C'est le fondant, tu vois. Donc qui est fait à partir de quels ingrédients? C'est du sucre, simplement du sucre. Que du sucre. Jusqu'à l'âge de 12-13 ans, je me suis jamais trop intéressé. C'est une fois en donnant un coup de main à mon père que j'ai pris goût en fait. C'est le cas de le dire, ouais. Il prend de goût. Donc là ils vont servir pour le mariage du coup les... Bah ouais, j'ai de la famille qui arrive de Bordeaux donc dès qu'ils arrivent c'est leur premier truc Calais. Et même des fois on leur envoie des colis avec des ronds de Saint-Nicolas, c'est pareil, c'est une spécialité de la région. Ah, les ronds aux amandes, non? Ah, votre femme n'était pas trop énervée que vous fassiez une interview le jour de votre mariage? Non, non, non. C'est quoi, c'est la petite noisette torréfiée? Ouais, torréfiée et caramélisée. La forme c'est toujours pareil, hein, c'est toujours ovale. Ok. Et après, c'est vrai que l'inscription, bah, on n'a pas toujours la même écriture. Et là, en bas, c'est juste pour dire de maintenir, pour guider en fait. Ok. Embauché. C'est surtout le séqué. Ah ouais, non mais là, on dirait un G. Un galet des trottas. C'est génial ce petit système, je pense que je vais mettre à écrire un peu n'importe quoi chez moi sur mes plats avec du chocolat. Et ben voilà, un petit Calais, mon premier Calais. C'est très bon, c'est très agréable le mélange de... Quoi, il y a 4 textures différentes en fait. Entre le croquant des noisettes, la crème au beurre qui est un peu plus fondante, les biscuits qui sont... Et le fondant, c'est très bon, c'est très très bon. Bah merci pour cette dégustation. De rien. When you're walking after midnight down the streets dressed in neon light, you wanna get down when you feel right, you wanna get down. Bonjour Tony. Bonjour Jean-Baptiste, comment vas-tu? Très bien, et vous? Chez nous, je veux dire, on a quand même une spécialité, principalement sur la côte ici, c'est cette fameuse tarte, on va dire, tarte à gros bords, tarte papin, tarte libouli. D'accord. Bon, ça j'ai l'impression que ça va nous réchauffer parce que moi j'ai eu un peu froid sur le scooter là. C'est le charme du scooter. Ah bah voilà. L'été on a chaud, l'hiver on a froid. On l'a cherché. Bon bah génial, alors on va passer derrière, on va goûter. Allez. Les gaufres du Nord. Bientôt. Donc jaune d'œuf. œuf entier. Ah, œuf entier. Donc la semaine c'est plus, je veux dire, du gâteau de tous les jours. C'est à la fois le dessert, puis ça peut faire aussi un bon goûter. Oui. Qui, bon goûter. Au retour de l'école. Moi je laisse bien bouillir la crème. Ah ouais? Oh, sinon ça déborde dans le four. Ah, faut pas dire les secrets. Hein? Et voilà, on a l'info qu'on cherchait, on peut y aller. Bien faire bouillir la crème. Donc là, c'est ce qui va te servir à faire la petite décoration sur le dessus. C'est parti là au four.
Bon allez, petite pause pour Corentin. On trinque à la tarte. Il y a des pays où on s'alimente quoi. Et nous en France, c'est vrai qu'on a un plaisir de passer à table. On a le plaisir de boire. Hein. Les bons vins, des alcools, c'est de partager. Voilà, c'est la fin de cette première journée. On a fait Calais jusqu'au Crotoy. Donc on a voulu quitter le Pas-de-Calais parce qu'il y avait le confinement à partir de demain. On a goûté deux super spécialités qui étaient le Calais et la tarte au libouli. Et là ce soir on a un peu galéré à trouver un logement. Bonne soirée. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Et donc on a des petits jeunes qui nous ont accueillis dans leur jardin parce qu'ils n'ont plus de place. Et pour se réchauffer, parce qu'il fait à peu près 0 degré, on a mis une petite lampe ambiance feu de cheminée. Ce qui nous réchauffe les cœurs. Et on est très bien, on est bien équipés. Et demain, on est parti pour faire toute la Somme. Et sur ce, nous vous souhaitons une très bonne nuit avec Mathias, qui se dit dans quoi j'ai été embarqué. Allez, bonne nuit. Buenas noches. Salut tout le monde, réveil dans la tente. C'est parti pour le jour 2, on est au Crotoy. On a eu très froid donc on va vite s'activer. Là on part à la boulangerie Fréville pour goûter le gâteau battu de la Somme. Et après on va à Amiens goûter les macarons. C'est parti, on va plier la tente. L'avantage de faire un tour des Hauts-de-France des meilleures spécialités sucrées, c'est qu'on se réveille, qu'on a déjà le petit déjeuner. Là le petit Calais d'hier qui va faire du bien. Ça, je sens que je vais adorer. J'ai faim là en plus. Alors on est à la boulangerie Fréville avec Stéphanie. Et ici, quelle est votre spécialité, même si j'imagine qu'on peut la deviner? Oui. Donc la spécialité ici, c'est le gâteau battu. Donc avant, il était essentiellement mangé pour les cérémonies. Donc tout ce qui était mariage, communion, baptême. Et en fait, maintenant, ça s'est démocratisé. Donc les gens en mangent au petit déjeuner, en dessert, au goûter. Ah là, j'ai l'impression que ça s'est vraiment démocratisé, ouais, parce qu'il y en a combien, des centaines? Vous en faites combien par jour? Oh, on en fait par jour, ça dépend des jours. Après, par semaine, on va dire 3000. Ah oui. C'est presque moitié-moitié en quantité. D'accord. C'est du jaune d'œuf et énormément de beurre. Très riche. Donc par contre, il y a une découpe vraiment traditionnelle. Ah bon? Ouais. Ah bah alors là, c'est le moment à ne pas louper. Alors là on vient d'arriver à Amiens, on est devant les chocolats de Nicolas et on va aller goûter non pas des chocolats mais les macarons qui sont une spécialité d'ici, les fameux macarons aux amandes qui sont les traditionnels. Suivez-moi, on va aller goûter tout ça. Alors, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de nous recevoir. J'arrive pas les mains vides, j'ai un petit gâteau battu de la boulangerie Fréville. Ça doit sentir bon alors. Alors pourquoi est-ce qu'on est chez vous aujourd'hui Anne-Sophie? Parce que nous fabriquons à 100% fait maison les macarons d'Amiens, qui est aussi une grande spécialité amiénoise. C'est un biscuit qui est à base d'amandes, avec des blancs d'œufs, avec de la vanille, avec un petit peu de compote de pommes. Et nous,
On a la petite touche personnelle qui est le miel des ortillonnages. Très bien. Est-ce que vous pouvez, si vous la connaissez, nous raconter un peu l'histoire des macarons? Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Alors en fait, c'est Catherine de Médicis qui l'a importé en France, d'Italie. Et c'est devenu une spécialité française, spécialement amiénoise, au XVIe siècle. C'est l'heure de goûter en plus là. Ah bah vous savez venir à la bonne heure, hein. Ah bah j'ai l'impression qu'à toutes les heures on trouve une excuse. On a quitté Amiens là, on s'est dit qu'on allait avancer un peu vers le nord. C'est que des champs à perte de vue assez vallonnés, le scooter il le ressent. Et le repos de demain va être bien mérité parce que là la fatigue se fait sentir et surtout le froid épuise le corps et l'esprit. Bonjour tout le monde, après une petite pause forcée hier parce qu'il y avait le confinement dans le Pas-de-Calais, on va récupérer le scooter ce matin chez Thomas qui nous l'a gardé bien précieusement et on reprend la route direction Lille avec une petite centaine de kilomètres à faire par ce petit frais matinal. Bon, cette fois-ci on est bien arrivé dans le nord, on est à Houpline, à 15 km de Lille. On va découvrir ce petit musée de la gaufre du pays flamand, ces petites gaufres fourrées, soit à la cassonade, soit à la vanille, soit à d'autres choses. On va rencontrer Jean-François. C'est parti! Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans votre belle maison, musée, je ne sais pas ce qu'on doit dire, atelier. Un atelier musée en fait, puisque ici chez nous le musée est vivant. Et donc les anciens quand ils viennent ici nous racontent un petit peu l'histoire, la tradition, tout le rituel qu'il y avait autour de la fabrication des gaufres. Avec dans chaque famille un petit peu celui qui faisait la pâte, celui qui cuisait, celui qui fourrait. On s'aperçoit qu'il y a plein d'anecdotes autour de cette tradition, puisque la tradition dans le Nord veut que les grands-mères fassent des gaufres pour remercier les petits-enfants qui viennent souhaiter la bonne année. Donc ça va au-delà du biscuit, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture dans le Nord. Et toutes les familles ont des souvenirs d'avoir vu la grand-mère faire sur ses cuisinières, sur ses feux flamands, les gaufres, d'avoir été souhaité la bonne année et puis de repartir avec un petit paquet de gaufres. Donc on a vraiment plein d'anecdotes autour de ça. Et puis quand les enfants viennent me voir, s'ils n'ont pas la chance d'avoir la grand-mère qui leur a expliqué tout ça, c'est moi qui fais la cour de transmission entre les générations avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Il y a autant de recettes que de gens qui font des gaufres, et quand les gens viennent chez moi, je leur dis tout sur la gaufre, sauf la recette. Ah ouais, ça c'est. Et je dis toujours aux grand-mères, transmettez vos recettes, parce qu'il y avait autant de recettes que de gens qui faisaient des gaufres, et chaque famille avait sa recette, et on se passait les recettes de génération en génération. On parlait tout à l'heure de four flamand, c'est ça? De feu flamand. Feu flamand. C'est celui-là, par exemple, est très typique tout en longueur comme ça des Flandres. C'est-à-dire qu'on retirait les cercles qu'il y avait habituellement sur la cuisinière, on mettait celui-là et on posait le gaufrier dessus, ce qui permettait de pouvoir le tourner. Cette pâte qui est solide, donc quand les grand-mères faisaient des gaufres, elles avaient un gros morceau de pâte comme ça, et elles piochaient dedans, elles prenaient un petit morceau, elles le roulaient, elles l'allongeaient, et puis elles le mettaient après dans le gaufrier. Nous ici, comme on en fait beaucoup, on a ce qu'on appelle une diviseuse à presse. Alors l'important, ma définition d'une bonne gaufre flamande, et c'est là que notre recette est importante, c'est l'équilibre entre le biscuit et le fourrage. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que notre recette nous fait une pâte qui est particulièrement fine. Qu'est-ce que c'est comme fourrage ça? Alors ça c'est le traditionnel à la vergeoise. Le sucre brun du Nord. Cassonade. Il y a cassonade et il y a vergeoise. Ah oui? Ça fait partie des questions que je pose quand je fais des visites. Je l'aurai en off alors. Voilà, exactement. Donc un petit mélange maison. On va passer à la dégustation quand même. Ah bah là, ça y est, je me disais, est-ce qu'on va y arriver?
Bah écoutez, c'est vraiment très bon. Voilà pourquoi à 25 ans après on est encore là. C'est frais ça. Moi je tiens à me dire, t'as vu, je veux lequel? Orange, bleu? Orange, j'aime beaucoup l'orange, couleur un peu chaudron. Bah oui, bah oui. Et moi aussi j'aime bien. Mais du coup je te laisse le bleu. Bon alors cet après-midi on est chez Baptiste Fache, on est à Bailleul, tout près de Lille, quoi, 30 bornes de Lille. C'est ça, 30 bornes, ouais. Et donc Baptiste qui est pâtissier semi-professionnel. Bah non mais non professionnel. Oh là là. Alors vu qu'à mon nom t'es professionnel, oui mais bon. Professionnel, 100% professionnel. Notre sujet du jour c'est une spécialité du Nord. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler? Et bien aujourd'hui on va faire une tarte au sucre. D'accord. Donc la tarte au sucre c'est vraiment le dessert vraiment du Nord. Mais justement, on peut se faire plusieurs versions ici, avec un peu de poudre de vanille, je sais pas, de la Réunion. Il y a plusieurs épices ici, on peut se faire plaisir, quoi. Puis tu me dis que tu avais des noisettes, des noix de ton voisin. Ah ouais, j'ai des noix d'ici. Là, on est dans 100% local. Là. Tout est fait à moins de. C'est à moins de 20 mètres. Les poules, c'est juste derrière. Ouais, c'est ça. Les œufs, ils sont là. C'est parti. Donc là, tu lances le four à combien? 180? 175. Oula, 5 degrés près, c'est. Ouais, la précision. Ouais. À 180, c'est un charbon ton truc. 175, c'est un délice. Bon, Baptiste, c'est pas que la tarte au sucre, c'est aussi le cookie. Et il prévoit de lancer cette année sa marque de cookies, Monkey Cookie. Donc des cookies très gourmands qu'on va faire cuire maintenant et qu'on va goûter juste après. Du coup, je suis arrivé et là, je vois la poule, tu vois. Et je vois qu'elle commence à se soulever comme ça. Ah non, elle se gonfle? Enfin, elle se gonfle, tu vois, je pensais qu'elle voulait m'attaquer, tu vois. Mais non, après elle fait. Et là, j'entends. Non. Et là, t'as l'œuf qui sort. C'est génial, j'avais jamais vu une poule pondre comme ça. Donc j'ai pris son œuf, après j'ai fait une virage. Et ben voilà, c'est l'histoire simplifiée de la pâtisserie par Baptiste Fache. C'est parti. Alors, je vous rends une petite visite, je suis en train de faire un tour des Hauts-de-France avec mon scooter électrique de toutes les meilleures spécialités sucrées. Bon, évidemment, je ne peux pas passer à côté des merveilleux de Fred. Et est-ce que, en quelques mots, vous pourriez me raconter l'histoire des merveilleux de Fred? Bon, c'est de la meringue avec de la crème fouettée à différents parfums. Et vous avez le chocolat, donc crème fouettée chocolat, copeaux de chocolat, crème spéculoos, chocolat blanc, et après, ainsi de suite, avec cerise, café, caramel et praliné. Bien, et je crois que la particularité chez vous, c'est que là, on est dans la boutique, mais chaque boutique est aussi un atelier de fabrication, voilà, sous les yeux des clients. Chaque boutique est indépendante et on fabrique sous l'œil du client. Je m'appelle Jean-Baptiste, enchanté. Enchanté. Merci de nous recevoir ici dans ce lieu magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur l'histoire de mer et surtout des gaufres qui sont le produit phare ici? Comme vous pouvez le voir, vous voyez, vous êtes dans un très très bel endroit. Oui, bien sûr. Ça fait 20 ans que je travaille ici, je m'en laisse pas, vous voyez. Donc, vous avez l'air toujours aussi heureuse d'être là. Je suis toujours enfin, je vous ai pas vu il y a 20 ans, mais... Je n'ai pas changé. En tout cas, très bien. C'est une gaufre qui est plate, fourrée. Alors la recette originale qui date de 1939, qui a été créée par Monsieur Maire, elle est à la vanille de Madagascar. C'est un mélange de beurre sucre vanille de Madagascar. Et au fil des années, enfin depuis une petite quinzaine d'années on va dire,
On a créé des gaufres éphémères, le petit jeu de mots. Été-hiver, ça change un petit peu. Éphémère. Et là, actuellement, vous êtes dans les saveurs d'hiver. Hein. Vous avez notamment la pistache griotte, la praline noisette, marron glacé, rhum raisin. Quelle est la spécificité des gaufres mères par rapport à d'autres qu'on peut trouver un peu partout dans le Nord? Parce que dans notre recette, même les gaufriers ont une clause de confidentialité. On a un sucre qui est transformé d'une certaine façon. Et ça, on n'en saura pas plus. On n'en saura rien. On me disait que, enfin en tout cas de ce que j'ai pu lire, que le général de Gaulle était un grand fan de vos gaufres. C'est grâce à lui, après d'autres personnalités, que la gaufre a eu cette réputation. Parce qu'il est né dans le vieux-lit de rue Princesse. Et quand il était petit, jeune, hein, il venait au salon de thé avec la famille, hein, notamment la mamie, la marraine, etc. Et il a découvert cette gaufre. Et il a grandi avec ce souvenir, hein, comme Madeleine de Proust, on peut dire. Et il les offrait à ses hôtes de marque lorsqu'il les recevait. Petit braquage à l'italienne. Nous venons d'arriver à Cambrai, on joue les prolongations dans le Nord, on a quitté l'île où on était ce matin, on a fait les 70 km cet après-midi. Et là, ce soir, on a la chance d'être accueillis à l'hôtel Beatus grâce à l'Office du tourisme de Cambrai. Et on était dans cet hôtel qui est un peu particulier, qui a cette ambiance un peu féerique. Et on a rencontré le propriétaire qui nous a parlé de la bataille de Cambrai, de ses chars retrouvés sous terre, de ses souterrains. Et demain, on a rendez-vous avec la confiserie Affechin pour une dégustation, une visite et surtout comprendre la fabrication de la bêtise de Cambrai. Regardez, j'attends mon invité, il arrive. C'est Jean-Baptiste Martinon. Jean-Baptiste est le fondateur de Baba au Rhône. Et puis Jean-Baptiste, s'est pris d'amour pour les bonnes choses et il a décidé de faire des road trips filmés. On va aller découvrir comment on fabrique des bêtises, vous venez? Allez, on va aller faire des bêtises. Allez, on y va, c'est parti, à tout à l'heure. C'est parti pour une opération délicate aujourd'hui. J'étais en train de calculer combien ça pouvait faire de bêtises par jour. Et je crois qu'on arrive à plus de 100 000 bêtises par jour. À ce moment-là, le moment magique, ça passe de cette couleur-là à blanc. Ça, c'est un pétrin, ça. C'est un malaxeur. Ah ouais, donc je remets dans l'intérieur, comme ça le froid va fondre avec le chaud, et le froid qui m'appelle. Parce que si je laissais tout le temps dans la même ligne, et si je faisais ça, le dur, le froid, il reste à l'extérieur en fait, et ça va faire une coupe. Quand vous dites faire ça en permanence. C'est ma première bêtise. Voilà. En bonbon. Moment émotion. Avec toujours la petite rayure qui est au-dessus, dont on varie la couleur pour que ça suive avec le bonbon. Et c'est toujours emballé de manière individuelle? Toujours. Il n'y a pas de paquet? Non. Et donc ces gens-là faisaient de la bêtise également. Et il y a eu les guerres, il y a eu des gens qui se sont arrêtés, il y a des reprises d'entreprises, ce qui fait que maintenant on n'est plus que deux. D'accord. Arrivé dans l'Aisne, on a quitté le Nord, on est à la ferme de la Fontaine Orion avec Aurélie Halleux qui est spécialisée non pas dans les sucreries, dans les desserts ou les chocolats, mais dans un fromage typique de la région qui est le maroilles. La fabrication de ce matin qui est en cours d'égouttage. Alors en fait, le lait trait du matin arrive directement dans la cuve. On travaille que du lait chaud, on remplit notre cuve. Ils ont été moulés ce matin, ils sont retournés plusieurs fois dans la journée.
et ils seront démoulés demain matin. Donc ils vont passer toute la nuit ici. Alors là, on a le pavé qu'on appelle le gros ou le 4 quarts qui fait 720, le sorbet qui fait 540, le mignon qui fait 360 et le quart qui fait 180. Et voilà, j'ai fait mon premier maroilles. Une fois qu'on a vu ça, le lendemain matin vous les retournez, non vous les récupérez. On les démoule, ouais. On les sale et on les met au haloir. Donc nous on sale ce qu'on appelle un salage à sec, on fait un salage au gros sel, on les laisse 24 heures encore se reposer et après on les passe à la saumure. C'est plutôt cette sel quand on les coupe. Et le sel au fond. Allez, ça faut goûter ça? Ça va pas être bon. Ah oui, vous pouvez essayer hein. Ouais. C'est plein de sel là. Ah, j'ai bu la tasse. Donc là on rentre dans la cave d'affinage. Comment ça se passe là? Parce que je vois qu'il y a différentes couleurs. En fait, il y a les différentes tables d'affinage. Et alors, combien de temps est affiné? Alors, un mignon est affiné dans la haussée 28 jours, un sorbet 28 jours et une pavé 35 jours. L'ambiance un peu spéciale. C'est vrai. On fait un escape game. On doit s'échapper des maroilles. Oula, là ça sent très fort. Alors là, là le micro, il va même le micro va le sentir. Voilà. Plus ça affine, il va rester. En fait, l'affinage de la maroilles part de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il va être crémeux tout autour pour toujours garder un petit centre dur. Et donc plus longtemps vous allez le garder en affinage, plus il va devenir crémeux. Et plus on va essayer de garder toujours ce cœur dur parce que ça fait partie de la haussée maroilles. Et plus il est crémeux autour. Pour moi, meilleur c'est. Et je vois là une médaille d'argent Paris 2019. Qu'est-ce que ça représente? Bah, c'est les conséquences quand même. Le produit est bon. Vous avez une salle de dégustation? Dehors. L'extérieur, la nature. Merci. Donc tout se mange dans le maroilles? Ah oui, tout est naturel. Je pose la question pour ceux qui se posent la question. Moi, je mange tout. 2 heures. Ah, non, laissez-le les poules pour manger. Non. Si, les poules à Je le laisse pas aux poules. Ah bah si. Ah non. Si. Vous en faites pas, je vais le manger vraiment. Il y a la règle des 10 secondes. Ça a été moins de 10 secondes. Mes chers compatriotes, alors on termine ce passage dans l'Aisne, qui était un passage court mais extrêmement intense. Ce soir, on est accueillis à Nouvion et Catillon, qui est un petit village de l'Aisne. On a rencontré le maire et l'adjointe qui nous accueillent dans la salle des fêtes. C'est vraiment, on est accueillis comme des chefs. Ils nous ont offert l'apéro et puis surtout le maire a fait des courses pour nous avec une petite tarte au maroilles pour rester dans le thème et des ficelles picardes. Et puis ils nous ont acheté des lits de camp. Donc on est accueillis comme des rois. Merci à toute cette équipe municipale. Et on va passer une très bonne nuit avant la dernière journée déjà de cette aventure. Mathias arrête de pleurer, on est en direct là. Et on vous dit à demain. Salut! Ouais. Vive les mariés. C'est émouvant tout ça. C'est des chemins qu'on croise comme ça et qui mettent les larmes aux yeux. Il fait beau alors qu'on annonçait de la pluie, donc tout est avec nous. Allez.
Alors ça, le noyauné, ça date depuis 1927. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mes prédécesseurs. C'est une mousseline d'amande, on va y goûter. Hein. Vous voulez bien, hein, c'est fait pour ça. Alors donc ça, on le met en avant, nous, parce que vous pouvez le manger avec une compotée. Alors nous, on a fait comme ici, on est en plein pays de fruits rouges. On a fait une compotée de cerises et vous le mangez avec une compotée de cerises à 4 heures ou le dessert comme vous voulez, quoi. Très bien. Bon, on y goûte? Bah, je pense que là, c'est l'étape hein, maintenant. Oh, les petites cerises, là. Ouais. Bah oui, ici, on est en plein pays de fruits rouges. Dans le temps, il y avait énormément de producteurs de fruits rouges, surtout de cerises. Ils expédiaient en Angleterre des wagons entiers de cerises. Parce que dans le temps, moi quand je suis arrivé en 72, il y avait des petits producteurs. Moi je me rappelle, il y avait une coopérative ici, vous alliez l'après-midi à la coopérative, vous aviez 30 producteurs, des petits, qui avaient, ils amenaient des framboises, d'autres des cerises, d'autres des groseilles, tout ça et tout, vous triez, c'était formidable. Vous aviez toutes les tailles, vous aviez des fruits archi frais quoi. J'ai créé le cœur de noyon, parce que dans le temps, il y avait une cerise à noyon qui s'appelait le cœur de noyon. C'était une race. Et donc, on a fait 3 bonbons. On a fait un à la framboise, un à la fraise, et puis un autre à la cerise. C'est le moussoir chocolat. C'est un chocolat chaud en sucette. Voilà. Vous mettez ça dans un bol de lait bouillant. Ouais. Vous agitez comme ça et en 5 minutes, vous avez un chocolat chaud. Ça fait retomber en enfance. Hein. Bon, vous me direz, je suis pas loin de l'enfance, mais... Oh là là, mais j'adore ces chocolats chauds là. C'est du vrai chocolat quoi, c'est pas... Ça, oui. Nous sommes remis maintenant à Chantilly. Je viens de rencontrer Bertrand qui a créé l'atelier de la Chantilly. Bertrand qui est un grand maître fouetteur. C'est ça. De la confrérie. Chevalier fouetteur. Chevalier fouetteur. Et cet après-midi, on va terminer ce petit voyage culinaire dans les Hauts-de-France par un atelier Chantilly. Donc le récipient pour monter la crème à la main, c'est un cul de poule. Donc c'est ce récipient en inox. C'est important parce que ça va nous permettre de garder le froid. Le froid, c'est l'ami de la crème chantilly et on a besoin d'avoir une crème bien froide. Donc pour avoir une crème bien froide, si on n'a pas eu le temps de la mettre un petit peu au frais avant ou mettre son cul de poule au congélateur, on va prendre des glaçons. D'où les glaçons. Donc on glace le cul de poule et très vite vous allez sentir que le froid il est bien présent. Si vous mettez la main sur le cul de poule. Ouais. Alors, la crème excellence. Ouais, la crème excellence. Alors, on va pas en faire trop parce que plus on met de crème liquide au départ, plus ça va être long à monter. Et potentiellement, plus on risque de pas réussir à la monter. Quand vous dites foisonnement, c'est le fait d'incorporer de l'air, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est le principe en fait, on va dire chimique et physique de la crème chantilly. La crème liquide devient chantilly grâce à l'air qu'on va incorporer dedans. Et en fouettant la crème liquide, on va casser les liaisons. Mais pour que les liaisons se réaccrochent avec l'air, il faut que ce soit bien froid. Et c'est comme ça que l'air qui est emprisonné dans la crème va donner du volume à la crème chantilly. Il y en a un en particulier qui a une caractéristique qui va nous permettre de dire que c'est avec ce fruit qu'on peut monter facilement la crème chantilly. Alors moi déjà, si je dois m'en fier à mon expérience, c'est ceux-là que j'utilisais chez ma grand-mère, un peu comme ça, au moulinet. Ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal, mais c'est long. Ça, j'aimais bien ça. Ouais. Puis j'ai attaqué ma petite sœur avec aussi. D'accord. C'est une illustration, mais le fouet en inox est apparu à peu près en 1850. Avant, c'était des fouets en jonc. Donc pour fouetter, c'était quand même plus compliqué. Et d'un point de vue hygiène, c'était pas terrible. Ouais. D'ailleurs, en plus, ils étaient gradés très rapidement. On utilisait 4-5 fois, puis après, le jonc, c'était mouillé. Là, ils ont commencé à... Les premiers fouets qui sont sortis, c'était des fouets en métal.
qui sont devenus ensuite en inox que le métal s'oxydait, donc de l'inox. Et grâce à cette invention, on a réussi à fouetter beaucoup mieux les pâtisseries et on a révolutionné la pâtisserie. Alors, on a le fouet, on a le cul de poule, on a la crème. Et le but, c'est de fouetter la crème pour qu'elle devienne chantilly. Donc on va le faire en 2 temps. Le premier temps, on va y aller sans trop se stresser et sans aller trop vite. Le but, c'est de faire disparaître toutes les bulles d'air qu'on voit à la surface de la crème. Il faut qu'elle rentre dedans. On va faire une vanille. Donc pour faire une chantilly vanille, il faut d'abord mettre le sucre. Donc on utilise du sucre glace, qui a l'avantage d'avoir un peu d'amidon dedans. Et ça va permettre de monter plus facilement encore la chantilly. Et maintenant, celle-là, ça devient sportif. On prend le fouet par au-dessus comme ça. Donc vraiment de cette façon-là, hein, avec le pouce qui est dans la continuité du manche, par au-dessus, comme si on était un robot. Et on va tourner en épousant la forme du cul de poule. Il faut que le fouet glisse sur le fond du cul de poule. Et on y va. Et on accélère. Ah ouais, dis donc. On peut faire une pause, comme ça vous relaxez bien le poignet, parce que c'est le poignet qui prend cher hein, quand même. Là. Dès que vous le sentez, une bonne grosse respiration. C'est le final. C'est ça, exactement. Alors, comme on sait qu'on est bien. Il y a 3 façons de déjà parce qu'on s'arrête. Parce qu'on s'arrête. On va manger une chantilly au baba, un baba à la chantilly, un rhum à la chantilly du baba. Avec la vanille comme ça, c'est pas mal. Hein, ah, c'est un délice. Et alors l'histoire de la crème, évidemment il y a un lien avec la ville. En l'occurrence le château. On connaît historiquement le personnage de Vatel qu'on dit comme étant celui qui aurait inventé la crème à l'occasion d'une grande fête donnée au roi Louis XIV par le prince de Condé au château de Chantilly, là on est en 1671, mais Vatel a bien existé. Par ailleurs, on a des traces de son existence, de son suicide, parce qu'il s'est suicidé considérant qu'il avait mal fait son travail, à cette époque-là, et toute la noblesse européenne venait faire des grandes fêtes au château, et aurait pu à ce moment-là faire la louange de la crème fouettée qu'on faisait à Chantilly, et ce raccourci crème à la façon dont on le faisait à Chantilly, crème Chantilly. Mais on a d'autres personnages comme Procope, aurait orchestré un grand dîner au château de Chantilly en 1720 à peu près, et qu'il aurait inventé à cette occasion un fromage glacé à la chantilly, une sorte de crème faite avec de la crème chantilly, une crème glacée, qu'on aurait appelé fromage glacé à la chantilly. Et c'est vrai qu'on retrouve des traces de cette recette-là en 1750 dans des menus donnés pour le roi à l'hôtel de ville de Paris. On voit bien dans le menu fromage glacé à la chantilly. Merci beaucoup Bertrand pour toutes ces informations. Et puis bon courage pour l'atelier de la chantilly. Bon ça y est, l'aventure Les Douceurs du Nord se termine ce soir à Chantilly. Après 758 km et 12 spécialités sucrées et une salée dégustée. Merci Mathias de m'avoir accompagné et puis j'espère vous retrouver bientôt dans une autre région pour plein de découvertes. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.